sous une loi du régime d'urgence sanitaire jusqu'au 16 février, et que donc le public n'est pas admis, vous êtes filmé, vous êtes sur YouTube et sur le site internet de la communauté, conformément à ce qui est préconisé. Donc je vais faire l'appel des présents. Moyen petite, M. Schweitzer. Pierre Villet, M. Heiser. Madame Lemasson. On va, M. Fournier, présent. Madame Belsy. M. Dumont. Présent. Madame McCain. Présent. Madame Mulman. Présent. M. Nobile. Présent. M. Risser. Présent. M. Villard. Présent. Madame Wagner. Présent. Recours, M. Postera, absent excusé. Roslange. M. Matéli. Présent. M. Schoen. Présent. Madame Zeman. Présent. Sainte-Marie-Auchène. Madame Lamarck. Présent. M. Caligaro. Présent. M. Quéret. Présent. Madame Spragna. Présent. Vitry-sur-Orne. M. Corradi. Madame Savino. Et procuration à M. Corradi. M. Liglia. Amnéville, M. Munier, Madame Calcari, Madame Cogliandro, M. Dalla Favera, M. Dieudonné, M. Dos Santos, Madame Hirsch, Madame Rowe, ok, M. Tisserand, Rovo, M. Favier. Présent. Louange, M. Bolz. Madame Thomas, absente excusée, et M. Vezin, absent excusé. Marange-Chilborge. M. Muller. Présent. M. Coquin. Présent. Madame Greff. Présent. M. Méossi. Présent. M. Radjer. Présent. Madame Weider. Présent. Montois-la-Montagne. Madame Vanny. Présent. M. Cantel. Monsieur Rachiel, procuration Madame Vanny, pardon. Monsieur Moyen-Progrande, Monsieur Roviero. Présent. Monsieur Bernard, Benhabib, pardon. Présent. Madame Cizamolo. Présent. Madame Dos Santos, procuration à Monsieur Roviero. Monsieur Rousseau. Présent. Monsieur Schneider. Présent. Madame Thibault. Présente. Et Monsieur Tirlicien. Présent. Donc voilà les présents et les absents. On va passer tout de suite à l'ordre du jour. Je vais donc au niveau de l'approbation du procès-verbal de la séance du 13 octobre 2020. Des objections, des remarques? Aucune. Donc je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Tout est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe directement à l'ordre du jour budgétaire. Numéro 1, budget principal, décision modificative numéro 2. Monsieur Matélic. Oui, je vous ai proposé ce soir de se prononcer sur la décision modificative numéro 2 du budget principal, donc qui s'équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement pour un montant de 57 479,90 € et en section d'investissement, donc il n'y a rien du tout. Donc quelques précisions sur l'ADM numéro 2 au niveau du fonctionnement, puisqu'on est en dépenses de fonctionnement avec des propositions nouvelles sur les autres charges exceptionnelles de 42 367 €. Donc là, c'est l'intégration des résultats du budget eau, quand on est passé du CEPO, de la CCPOM au CEPO. On a l'attribution de compensation pour un montant supplémentaire donc, de 43 199 €. Donc ça, c'est la variation du montant de la CFE, donc qui sera repris plus tard dans ce que vous aurez dans les attributions de compensation. Et donc, on enlève 28 086,22 € du prélèvement, ce qui nous fait donc un équilibre à 57 479,90 €. En ce qui concerne les recettes, donc, on a donc des remboursements sur rémunération de personnel pour un montant de 4 000 €, les charges de sécurité sociale pour un montant d'un peu plus de 3 000 €. On a aussi donc la partie autre fiscalité que vous avez dans votre tableau pour un montant de 15 998 €. Ça, c'est le reversement de la fiscalité sur les parcs d'activités communautaires de la communauté de communes. Et on a donc 29 053 €, donc ce qui correspond aux subventions de l'État. Vous vous souvenez qu'on avait donc des subventions en attente pour l'étude de redéploiement du Golfe qui sont rentrées donc pour un montant de 29 053 €. Ce qui nous fait donc
total de recettes en équilibre de 57 479,90 €. Sur la partie investissement, donc on est à zéro parce que simplement on a les excédents de fonctionnement pour un montant de 152 553,13 € qui sont l'intégration des résultats du budget eau, le passage de la CCPOM au Ségou. On a revu donc aussi, il y avait une partie de cette somme qui était en fonctionnement tout à l'heure, je l'ai annoncé. Et donc on a diminué pour équilibrer l'emprunt de 124 466,91 € qui était prévu, qui était un emprunt technique qu'on n'a pas réalisé. Et donc on n'en aura pas besoin, donc on diminue donc d'un montant de 124 466,91 €. Ce qui nous fait donc un équilibre à zéro, puisqu'on n'a pas donc dans cette DM de toucher à l'investissement, si ce n'est qu'en plus ou en moins. Donc il vous est proposé d'adopter cette DM numéro 2, qui est une petite décision modificative sur le budget principal. Merci. Bien, après cette précision qui mérite d'être complète, y a-t-il des questions? Pardon, j'aurais dû l'éteindre. Merci. Y a-t-il des remarques, des objections? Aucune. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, donc réputé adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 2, qui est donc le budget annexe GEMAPI, c'est le budget qui concerne les inondations, décision modificative numéro 1. Oui, donc là, c'est une petite décision modificative pour un montant d'équilibre, vous le voyez sur votre rapport en recettes dépenses à zéro et en investissement à zéro. Simplement, il y a quand même deux lignes d'écriture dans cette décision modificative, puisqu'on a eu un dégrèvement sur la taxe GEMAPI qui s'est appliqué sur un privé. Donc le dégrèvement, vous voyez apparaître dans autre restitution au titre de dégrèvement. Et donc pour équilibrer le budget GEMAPI, on a tout simplement enlevé ces 336 € des contrats de prestation de services qu'on avait, ce qui nous fait une décision modificative juste en jeu d'écriture, mais qui s'équilibre à zéro. Bien, c'est du formalisme. On ne peut que y être sensible de la part des services de la trésorerie. Mais Yves Muller va vous donner 2-3 explications et perspectives 2021 sur le budget GEMAPI, puisque nous touchons à une taxe et il s'agit d'évoquer avec vous les travaux qui seront faits l'année prochaine, grosso modo. Ce n'est pas définitif, il y aura le budget, mais c'est que des perspectives. Oui, donc parmi ces perspectives, puisqu'elles s'inscrivent comme telles, on a bien évidemment repris l'ensemble des travaux qui avaient été élaborés avant les élections, qu'on a précisé, qu'on a retravaillé pour partie, de façon à essayer de planifier de façon exhaustive les travaux apportés sur le territoire communautaire dans les années à venir. En tout cas, parmi les perspectives de travaux pour l'année prochaine, donc 2021, il y a 4 grands registres d'engagement s'agissant du traitement des inondations et des milieux aquatiques que l'on va entreprendre. Alors les localiser d'abord. On travaille pour l'heure à Rosselange sur une requalification, une réhabilitation partielle, petite, du ruisseau des Sources, mais qui est attendue. Et on a eu avec Vincent Matélic l'occasion de rencontrer un certain nombre de riverains sur le sujet. Donc cette requalification devrait intervenir en termes de travaux dès le mois de février. Le deuxième gros dossier, qui est certainement l'un des plus gros dossiers de la communauté, c'est la mise en œuvre des études, puisqu'il y a un énorme volet études, sur le bassin de rétention qui sera installé à Marange-sur-Ange, de façon à ne plus connaître et à éviter au territoire les difficultés rencontrées, en particulier lors des inondations de 2016. C'est un volet important qui a pour vocation de poser des conditions de faisabilité d'un bassin de rétention de 185 mm d'eau. Et donc autour de cette création, il y a un grand nombre de volets de nature hydraulique, bien évidemment, mais aussi une étude de faune-flore et un ensemble d'études préalables pour engager les travaux, vraisemblablement, si tout va bien, pour la fin de cette année, en tout cas qui mobilisera une partie significative du budget GEMAPI. On va très certainement inscrire à l'ordre de notre planification des travaux sur Romba, puisque ça s'inscrit en priorité aussi, s'agissant de travaux de requalification et de réhabilitation du ruisseau du Rapt à Romba, qui a causé de grands tracas par le passé, en particulier aussi dans le registre des inondations. Et on va visiter, dès que le temps est clément, puisqu'on s'en est déjà entretenu à plusieurs reprises, le ruisseau du Conroy, sur lequel il y a un gros chapitre requalification, renaturation,
qu'il faut qu'on engage parce que ce ruisseau a une fonctionnalité évidente et des sujets malgré tout, des déséquilibres qu'il faut qu'on résolve. Alors bien évidemment, il y a un point de chapitre s'agissant de l'Orne, qui est aussi un des très gros éléments de GEMAPI, qu'il faudra qu'on aborde, ce qui ne veut pas dire que ça n'est pas abordé pour l'Orne, on est sur un registre d'études, et vous doutez bien que compte tenu des infrastructures qui existent sur l'Orne, ces études sont importantes. En tout cas, il n'y aura pas d'inscription budgétaire, si ce n'est des inscriptions périphériques, puisque le gros des travaux devrait intervenir à partir de 2022 et pas avant. J'ai adressé il y a quelques semaines un courrier à l'ensemble des maires des communes du territoire communautaire. Bien évidemment, on peut rajouter au fil des besoins et des urgences sur cette planification tous les travaux d'entretien, voire les travaux plus importants de requalification qui s'imposeraient le cas échéant, s'agissant des problématiques d'inondation et de gestion de milieu aquatique. Bien évidemment, et bien souvent, la situation n'est pas aussi dramatique qu'on peut l'imaginer. Il y a des villes qui, pour l'heure, ne connaissent pas de difficultés particulières en la matière. En tout cas, c'est bien de le recenser, à la fois comme c'est positif, mais aussi sur les charges apportées dans le futur. Donc j'invite mes collègues maires qui n'ont pas répondu à me faire vite un retour. En tout cas, s'il y a donné qu'il y a de vraies difficultés à rencontrer sur leur territoire communal en matière d'inondation et de GEMAPI. Voilà, Président. Merci. Je voudrais juste rajouter que sur les travaux de la CCPOM concernant Marange-Bourges, les études se font avec la CCRN, c'est-à-dire la communauté de communes de Rive de Moselle, puisqu'il y a aussi un versant qui est sur Rive de Moselle, et qu'ils auront peut-être une participation qui s'échelonnera entre 1 et 2 millions d'euros pour eux, Rive de Moselle. Et nous, on n'est pas dans le même chiffre, mais il sera relativement conséquent. Mais c'est une étude globale des versants, et c'est pas que d'un versant. On a effectivement réussi à faire une étude en synergie, et je m'en félicite avec la CCRN, comme sur d'autres sujets. Et je crois que l'eau coule évidemment de l'amont vers l'aval, et du côté des versants, des uns et des autres. Donc c'était la précision que je voulais vous donner, avant de passer au vote des 336 euros. Oui, Monsieur Tirlissien. Oui, Président, merci. Concernant effectivement l'Orne, il y a aussi le travail qui est engagé par les syndicats mixtes Moselle-Aval et son groupe de travail sur l'Orne, et qu'il faut absolument qu'on coordonne avec le travail qui est fait par GEMAPI, le groupe GEMAPI de la CCPOM, de façon à ce qu'on garde la cohérence des études des uns et des autres, et éventuellement de profiter des études des uns pour pas évidemment pas être obligé d'engager forcément des études nous-mêmes. Ça, c'était le premier aspect, et ça va mieux en le disant, mais j'ai bien compris que les travaux qui seraient engagés puiseraient simplement sur le fonds collecté de GEMAPI, et il n'y aura pas d'emprunt d'appelés pour les travaux, et ça, je pense que c'est aussi important en termes de bonne gestion. Ah, je le souhaite, en tout cas. Ne tirez pas de conclusion hâtive. On vous parle 2021, pour l'instant c'est faisable. Vous aurez tous les éléments au budget 2021. N'anticipez pas. Et mais ça peut être aussi une orientation, hein, monsieur. C'était une précision. Et deuxièmement, vous savez mieux que moi que Moselle-Aval nous tient à cœur, puisque vous êtes le représentant de notre communauté à ce syndicat. Et donc nous comptons sur vous pour cette synergie avec nos groupes de travail. Oui, Yves Muller, vous répondre. Oui, deux éléments de réponse pour répondre à Roger Tirlissien. Le premier, c'est que, bien sûr, j'appelle de mes voeux une pleine et parfaite collaboration entre toutes les structures mobilisées sur les problématiques des inondations et des milieux aquatiques. C'est pas parce que l'eau tombe sur un territoire qu'elle ne se retrouve pas de force sur le territoire d'à côté. Encore une fois, le président a raison, les ruisseaux coulent de l'amont vers l'aval, et on est tous normalement imbibés de cette nécessité. Alors imbibés, le terme va bien quand il s'agit de nous, de cette nécessité de traiter le sujet collectivement. Moselle-Aval est informé, Roger, puisqu'on se croise souvent au comité syndical, des études qu'on a commencé à initier. Moi, j'appelle les syndicats mixtes à nous inviter le cas échéant. Alors, il s'agit en aucune façon de vouloir cannibaliser le travail des uns et des autres. Ce n'est ni dans nos convictions, ni dans notre pratique habituelle. Et je crois qu'en la matière, il faut beaucoup de transversalité et de participation collective sur les sujets. La deuxième chose, vous le savez, on collecte l'impôt sur la problématique GEMAPI. C'est-à-dire qu'on joue le rôle du percepteur et qu'on ne peut pas collecter un impôt si on n'adosse pas à cet impôt collecté les dépenses qu'on met en
face. Et donc notre problème, c'est que pendant 2 ans, alors quelles qu'en soient les raisons, la grosse raison de cette année, vous la devinez, on la doit pour l'essentiel à la pandémie de Covid-19, il s'agit pour nous de mettre maintenant en ordre de bataille. Les études préalables ont été faites, on devine, on pressent les sujets qui vont mobiliser l'urgence, mobiliser les premières intentions. Ce que je vous évoque là, c'est bien évidemment des orientations qui seront confirmées dans le débat d'orientation budgétaire d'une part et d'autre part dans les budgets. Ce qui est bon de savoir, c'est qu'on a donc collecté de l'impôt pendant 2 années successives. La 3e année arrive sans en avoir dépensé, ce qui peut paraître légitime de la part de nos contribuables. Mais il faut savoir aussi que les dépenses sont colossales en la matière et que grâce à la trésorerie qu'on s'est un peu mise d'avance grâce à ces collectes de 2 années, on dépensera sur la thématique précise de Gemalpi et du traitement des milieux aquatiques. On aura de quoi faire, mais on n'aura pas de quoi tout faire, et que l'avenir nous dira qu'il faudra continuer à collecter raisonnablement un impôt qui est raisonnable sur notre territoire pour pouvoir résoudre l'ensemble de ces problèmes. Voilà. Bien. Donc, il est 1 heure à résumer. On a un petit matelas qui nous permet de faire déjà quelques travaux, et puis on ajustera en fonction des années et des travaux. Je veux dire, les inondations ne se résoudront pas en 1 ou 2 ou 3 ans. Il faudra un moyen terme pour y arriver, mais on gérera au plus près des finances et des travaux. Bien, je reviens sur les 336 €, puisque c'était l'objet du débat. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc réputé adopté à l'unanimité. 3e point, gestion locative, décision modificative numéro 1, Vincent Matélic. Donc là aussi, c'est une petite décision modificative pour un équilibre en fonctionnement à 1052 € et qui concerne surtout les taxes foncières, puisqu'on dépense de taxes foncières sur nos parcs d'activité communautaire. On a eu 1052 € supplémentaires et vous voyez apparaître en recette les mêmes 1052 € qui sont ni plus ni moins la récupération sur les occupants de nos parcs d'activité communautaire. Voilà donc pour mettre à jour ce budget annexe gestion locative. C'est vraiment du formalisme financier qui nous est demandé par le Trésor public. Donc je vous demanderai d'adopter ces à peu près 1 000 € en recettes et en dépenses. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Rapport numéro 4, fiscalité professionnelle unique, montant définitif, attribution de compensation 2020, Vincent Matélic. Oui, donc là il s'agit de se prononcer sur le montant définitif concernant les attributions de compensation 2020. Vous avez dans le rapport sous les yeux toute la partie qui concerne la CLEP, je ne vais pas revenir dessus. Simplement vous dire que pour l'année 2020, donc la révision des attributions de compensation ne concerne pas le transfert de charges, mais une révision libre des attributions de compensation dans le cadre des engagements que la communauté de communes a pris lors de son vote du pacte financier et fiscal. Donc on a été réunis, donc la CLEP a émis un débat favorable le 3 novembre 2020. Ce rapport a été bien sûr transmis aux communes membres. Et pour rappel, vous l'avez dans le tableau qui suit, le rappel donc, des assiets provisoires 2020 pour un montant total de 5 496 102 €. Donc lors de sa séance du 13 décembre 2016, je voudrais simplement signaler qu'au passage de la fiscalité professionnelle unique, le Conseil communautaire a souhaité mettre en place un dispositif visant à équilibrer la répartition du produit fiscal de la croissance économique entre ses communes membres et la communauté de communes. Le dispositif, bien sûr, a été inscrit et voté dans le pacte financier et fiscal. Il a été adopté par le Conseil communautaire. Donc, il est réparti à hauteur de 60% pour la communauté de communes et 40% pour la commune d'implantation. Ceci en cas de hausse ou en cas de baisse de la dynamique foncière. Donc, on a cette année une variation de produit de CFE pour un montant total de 43 199,04 €. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé tout à l'heure de la DM numéro 2, puisque cette somme apparaissait en dépense du budget principal sur cette DM numéro 2. Donc aujourd'hui, on voit que dans cette variation de produit de la CFE, toutes les communes ont du plus, et toutes les communes sont gagnantes avec cette variation. Donc on va passer, il vous est proposé de passer cet assiette provisoire qui était de 5 496 102 € à une assiette définitive 2020 pour un montant de 5 539 301,04 €. Voilà donc ce qu'on peut dire sur les assiets cette année et qui concernent uniquement et qui s'inscrivent dans le cadre du pacte financier et fiscal et non dans un transfert de nouvelles compétences.
Donc c'est le pacte financier qu'on a négocié en 2017, et cette année, il n'y a personne qui perd. Ça arrive, il y a des fois que ça n'arrive pas. Mais tout le monde est gagnant cette année. Bien, qui est contre cette proposition? Personne. Qui s'abstient? Personne. Donc réputé adopté à l'unanimité, et je vous en remercie. Et puis après le point numéro 5, détermination du montant des attributions de compensation dérogatoire d'investissement au titre de l'année 2020. Oui, donc là c'est simplement l'attribution de compensation dérogatoire d'investissement, puisqu'à partir depuis 2016, on permet maintenant d'imputer une attribution de compensation aux sections d'investissement, ce qu'on appelle attribution de compensation d'investissement, sous un régime dérogatoire, puisque certaines communes de la communauté de communes sont concernées par le syndicat intercommunal d'assainissement de la vallée d'Orne, auquel la CCPOM a transféré sa compétence assainissement. Donc il s'agit bien de 7 communes. Vous avez dans votre rapport, il y a une petite erreur, il y a 6 communes, donc la commune de Vitry qui n'apparaît pas, mais elle fait bien partie, et vous l'avez dans le tableau. Donc on a 7 communes qui sont concernées par cette attribution de compensation dérogatoire d'investissement au titre de l'année 2020. Donc ça a été déterminé et adopté par la CLEC lors de sa séance du 3 novembre 2020. Et vous avez sur le tableau, à la partie au verso de la feuille, la part variable 2020 concernant les 7 communes membres du CIAVO, puisque ça concerne uniquement les communes membres du CIAVO, en relation avec le CIAVO et en fonction du programme de travaux établi chaque année au niveau du CIAVO, ce qui permet d'être au plus juste et de ne pas demander une attribution de compensation, je dirais, qui serait supérieure, par rapport aux travaux effectués réellement sur la commune. Chaque année, donc, on remet ça à jour avec, les services du CIAVO. Voilà. Bien. Donc, montant total, 473 300 €. Bien, c'est des transferts entre les syndicats et la communauté. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Réputé adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Bien, le dernier point, c'est donc le règlement intérieur. L'article L 5211-1 du Code général des collectivités territoriales stipule que dans les établissements publics de coopération intercommunale, comprenant une commune de plus de 3500 habitants, l'organe délibérant doit adopter un règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation à la suite de son renouvellement intégral. Ce règlement intérieur a pour objet de fixer les règles de fonctionnement interne de la structure et notamment du conseil communautaire, du bureau communautaire et de diverses commissions. Le conseil communautaire est invité à délibérer à cet effet. Donc vous avez reçu ce règlement intérieur. Il est quasiment conforme à celui qui a été adopté en 2014. Il y avait juste un point qui méritait d'être éclairci, de savoir, et je sais que certains veulent former des groupes, si le nombre c'était 3 ou 5. Après beaucoup de consultations, j'ai estimé que c'était 3. On ne peut pas faire plus démocratique que 3 sur 53. Ça fait 5% à ce niveau-là. Et donc on est parti sur cette base. Et je crois que c'est une base qui est unanimement adoptée par les exécutifs de la communauté. Y a-t-il des remarques? Oui, monsieur Villa. Déjà, je n'ai pas été consulté. J'ai bien dit les exécutifs. Donc, mes remarques, c'est qu'au départ, là, je me suis déjà mis dans l'opposition dès le départ, pas fortuitement comme ça. Parce que mais il n'y a pas que vous. Après, dans le règlement intérieur, je n'ai pas été consulté. Il n'y a pas eu de commission. Si on voulait être plus démocratique, comme vous venez de dire, vous auriez réuni une commission. Ou au moins demander l'avis via un mail ou un autre moyen de communication, ce que vous n'avez pas fait. Donc, je vais m'abstenir. Je ne vais pas être contre, parce que le fond du règlement, moi, je l'ai étudié, c'est vrai que, mis à part l'expression de l'opposition, il n'y a rien à redire. J'interrogerai simplement les services de la préfecture pour voir si cette notion de groupe, au niveau de l'expression, est réglementaire. Voilà. Bien, donc, puisque vous évoquez effectivement, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de remarque, parce que c'est un règlement qui est le plus démocratique possible.
On aurait pu mettre 5, on a mis 3. Et je sais que certains d'entre vous veulent former un groupe. J'ai reçu la lettre de M. Tirlicien qui disait qu'il fonderait un groupe, je l'ai sous les yeux, qui s'intitulerait Groupe des élus communistes et apparentés, qui comprendrait M. Caligaro, M. Viglia et M. Tirlicien. Donc j'ai été saisi de cette proposition et nous y avons répondu, me semble-t-il, de façon la plus démocratique possible. Donc à ce niveau-là, et vous l'avez remarqué, je ne vois pas la préfecture dire que c'est pas démocratique plus que 3. Ça relève du conseil communautaire, comme on aurait pu mettre 5, hein, je veux dire. Mais quand on est le plus démocratique possible, on peut même aller jusqu'à 1, mais ça n'a aucune représentation, aucune signification. Donc il faut garder, et y compris dans la démocratie, une légitimité et une force de représentation. Mais pour le reste, tout a été effectivement fait dans la plus large proposition possible. Vous avez fait référence au règlement intérieur de 2014, oui, où les notions de groupe d'opposition étaient écrites. Mais là, c'est parce qu'on m'a saisi sur un groupe, donc je reprends le terme qui m'a été proposé. Moi, je suis démocratique, on a mis dans la lettre qui m'a été envoyée, groupe. Donc moi, je reprends groupe. Monsieur Tirlicien. Oui, enfin, le règlement d'une collectivité locale parle de groupe. Après, le groupe, il se situe où il veut. Il y a pas, moi, je ne suis pas forcément un groupe d'opposition. Donc, mais voilà, avec d'autres élus, on a considéré nécessaire, utile, de se constituer en groupe pour être une force de proposition au sein de cette Assemblée. Contact, et je prends aussi connaissance du fait que dans le règlement intérieur est avancée la notion, y compris de groupe de travail. Ça veut dire que la question sur certains dossiers plus pointus qui demandent du temps, éventuellement un investissement d'un certain nombre d'élus communautaires qui souhaitent travailler certaines questions de façon plus approfondie, on peut se donner du temps et qui vient compléter le travail de la commission qui touche un champ d'action. Voilà, moi je trouve ça, vous avez raison Président, de dire que de toute façon, ce règlement il est conforme au Code général des collectivités territoriales et qu'il n'y a pas à chercher la petite bête là où elle n'est pas. Donc, bien, merci M. Tirlicien. Je fais référence à la lettre que vous m'avez envoyée. J'ai repris le terme pour que ce soit le plus explicite possible. Les vice-présidents ont toute latitude pour faire les groupes de travail, et je l'ai toujours dit, plus vous travaillerez, plus la communauté avancera sur les dossiers, et ils ont toute ma confiance pour effectivement essayer de répondre à vos demandes, à vos attentes. Et bien sûr, je le dis souvent parce que cette phrase, personne ne la sait, mais la confiance n'exclut pas le contrôle après du bureau communautaire, parce qu'on doit avoir une vision. Mais toute commission a une latitude pour travailler. Après, chacun se saisit des problèmes, et puis à partir de là, chacun essaie de répondre à ses attentes ou à ses questions. Je pense qu'on ne peut pas faire plus démocratique que cette manière de travailler, et j'ai travaillé comme ça à la communauté, c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Mais je suis heureux d'entendre dire qu'effectivement, il n'y a rien à dire sur ce règlement. Bien, je vais le mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Donc, réputé adopté à l'unanimité, moins une abstention. Bien, je vous remercie. Ce conseil communautaire, vous avez communication des décisions du bureau communautaire et du président. Vous m'en donnez acte de vous les avoir transmis. Je vous en remercie. Et puis, c'est vrai que nous sommes dans une configuration inédite, insolite, avec la crise sanitaire, les lois qui ont été votées par le Parlement et les lois d'urgence. Il fallait faire ce conseil avant la fin de l'année parce qu'il y avait des décisions budgétaires et le règlement intérieur. Nous sommes dans cette phase jusque, d'après le vote du Parlement, le 16 février 2021. Donc nous sommes effectivement tenus par des règles et il nous faut les appliquer, vous les savez tous, et on va les redire, gestes barrières, port du masque, également distanciation physique, non pas sociale, je préfère le terme de physique, 1 mètre 50. Et puis tout simplement, peut-être demain les vaccins, chacun se fera une religion, sans jeu de mots, sur l'importance ou l'efficacité des vaccins. Toujours est-il que l'année 2021 qui commence est sur des auspices un peu
d'incertitude, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que rien ne sera simple, il faut aussi se le dire. Pendant les 6 premiers mois, certains disent jusqu'au mois de septembre peut-être, et avec tous les éléments que j'ai évoqués, il y aura peut-être une immunité collective. Rien n'est sûr. Une chose est sûre, c'est que le virus flambe avec la baisse des températures. A priori, c'est un constat qui est fait à l'heure actuelle. Et des mesures ont été prises pour les fêtes de Noël et du 31 décembre. Et ça commence aujourd'hui, et je voulais terminer par là. Il y a un couvre-feu à 20h, donc il est 19h05. Ceux et celles qui ont des dérogations professionnelles... Pardon ? J'ai entendu... Et donc, pour celles et ceux qui ont des conseils municipaux ou des commissions, vous pouvez circuler du moment que vous avez une dérogation professionnelle et qu'il faudra la montrer pour justifier effectivement. Donc j'étais prêt à vous faire une dérogation si on était resté au-delà de 20h, mais comme on termine avant, il vous appartient effectivement de se conformer à ce couvre-feu. Tout simplement, si vous avez des réunions, d'avoir une dérogation de votre besace ou de votre cartable pour justifier de votre présence après 20h. Voilà, je vous souhaite des bonnes fêtes, je vous souhaite les meilleurs vœux possibles, des vœux d'espoir et de sérénité pour l'année qui commence, en sachant que rien ne sera facile, mais je crois que c'est important que nous puissions résister et rebondir, et c'est en toute conscience que je dis résistons et abordons cette année 2021 avec un espoir raisonné et raisonnable pour se remettre en route, je ne dis pas de façon normale, mais que nous puissions effectivement repartir et rebondir. Merci beaucoup et bon Noël et des fêtes pleines d'espoir et de sérénité pour 2021. Merci, donc je clôt cette réunion à 19h05 et je crois qu'on a respecté les créneaux qui nous étaient répartis au niveau des délais. Merci beaucoup, merci de votre présence.